Madame, monsieur, bienvenue. Merci à vous de nous joindre sur i24 News pour votre rendez-vous avec le foot. Coup d'envoi de la Coupe du Monde, c'était hier. Le Brésil a rencontré la Croatie, un match avec beaucoup de suspense dont nous allons évidemment parler aujourd'hui avec vous, Emmanuel Petit. Merci à vous d'être là. Bonjour. Sidney Govou, bonjour. Bonjour. Et puis j'ai le plaisir de recevoir Francis Maroto, rédacteur en chef à France Télévisions. Francis, bonjour. Merci de me faire l'amitié d'être là. C'est un vrai plaisir partagé. Aujourd'hui. Allez. Alors, je vous propose évidemment de revenir sur cette première rencontre de ce mondial. Le Brésil qui s'est imposé 3-1 en match d'ouverture à Sao Paulo. Une victoire, mais qui déjà fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de polémiques autour de ce match, notamment en termes d'arbitrage, puisque je vous rappelle, lors du deuxième but brésilien, l'arbitre japonais a validé un pénalty qui était inexistant et ça a évidemment donné la victoire à la Seleção. Alors, Sidney, que pensez-vous de cette erreur, tout de suite? L'erreur est humaine. Alors voilà, c'est simple, c'est un arbitre, il a le droit de se tromper. Malheureusement, ou heureusement pour les Brésiliens, c'est en leur faveur. Après, bon, tout ce qui en découle, corruption et tout, je trouve que c'est un petit peu exagéré. Il s'est trompé et voilà, il faut l'accepter, ça fait partie du football. Et vous ne pensez pas, vous n'avez pas peur que les erreurs de la Corée et du Japon se réitèrent? C'est une possibilité, hein. Mais voilà, c'est le premier match, il y a eu une grossière erreur, mais on va pas... La Corée avait été particulièrement avantagée par l'arbitrage, ouais, rappelez-vous. il y a des pressions externes, même je pense que l'arbitre humain, il connaissait l'importance de ce match, peut-être qu'il a sifflé un peu trop vite, Oui. Mais voilà, ça s'est passé comme ça. Emmanuel, est-ce que vous pensez que ça va relancer finalement le débat autour de la vidéo arbitrage? Probablement, mais ça va surtout, à mon avis, conforter l'état d'esprit de beaucoup de personnes sur sentiment de corruption, des choses un peu nébuleuses à l'heure actuelle qui entourent la FIFA. Donc c'est vrai que si on était amené à imaginer une contre-performance des Brésiliens hier, un match nul voire une défaite, ça aurait eu des répercussions un peu plus lourdes, à la fois pour la Seleção, mais aussi dans la rue. Donc je suis d'accord, Sidney, l'erreur est humaine, mais je trouve que les erreurs sont toujours dans le même camp, en fait. Parce que ça fait longtemps, Francis Maroto, qu'on parle de cette vidéo arbitrage, et puis finalement, on n'arrive pas à l'imposer sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe exactement? Je pense que les instances veulent garder la mainmise complète. C'est pour ça que la vidéo arbitrage, en fait, en 10 secondes, vous savez, ça prend moins de temps que toutes les discussions qu'il peut y avoir avec les joueurs qui ne sont pas d'accord, etc. En 15 secondes, on sait. Et si on n'a pas la solution par la vidéo, ce qui peut arriver une fois sur deux, mais une fois sur deux déjà, que l'injustice soit réparée, c'est important, on laisse l'arbitre et puis personne ne peut critiquer l'arbitre puisque personne ne peut savoir s'il s'est trompé ou pas. Mais finalement, vous me disiez tout à l'heure, Emmanuel Petit, que lorsque vous commentez des matchs et qu'on vous met un ralenti, il n'y a pas de certitude. Voilà, il n'y a pas de certitude non plus. Donc c'est peut-être pas la solution. Il faut laisser le droit justement à l'erreur humaine, mais malgré tout, moi ce qui m'interpelle en fait sur l'erreur qu'a commis l'arbitre japonais, c'est sa promptitude justement. On avait l'impression qu'il était préparé mentalement déjà avant même que l'action se déroule. Alors on voit quand même un peuple brésilien qui est heureux de cette victoire évidemment, mais on a senti quand même que tout reposait sur les épaules de Neymar. Vous pensez, Francis Maroto, que ça va suffire pour mener cette sélection au bout finalement de la compétition? Rares ont été les pays qui sont devenus champions du monde grâce à un joueur. Mais c'est pas la première fois. Pelé 70 qui était très bien entouré, c'est vrai, avec des joueurs d'exception, mais surtout en 86, Maradona qui a amené l'Argentine en finale et qui l'a gagné face à l'Allemagne, avec ce joueur exceptionnel qu'il était. Je ne crois pas que Neymar soit encore l'épaisseur et le talent d'un Maradona 86. Alors, le Brésil qui prend donc provisoirement la tête du classement, évidemment, puisque ce sont les seuls à avoir joué, jusqu'à la rencontre de tout à l'heure, Mexique-Cameroun, qui se joue donc cet après-midi. Le Mexique qui est habitué à la Coupe du Monde, puisque 14 participations, mais qui a eu quand même beaucoup de mal à se qualifier. La Tri, qui a dû batailler, notamment en barrage face à la Nouvelle-Zélande. Alors, d'un côté, on a le Mexique de Chicharito, l'attaquant de Manchester United. De l'autre côté, on a le Cameroun de Samuel Eto'o. C'est vrai qu'il n'a plus ses 20 ans, mais qui a quand même fait une saison plus que correcte à Chelsea. Qu'en pensez-vous, Emmanuel Petit? À votre avis, lequel de ces deux leaders va aller au bout? Moi, je miserais davantage sur le Mexique. Oui. Parce que le Cameroun, ça fait très longtemps qu'ils n'ont plus gagné un match dans une phase finale. C'est une équipe qui, à mon avis, manque de créativité au milieu de terrain. Je pense aussi que le Mexique, dans les turbulences des sélectionneurs, les successions de sélectionneurs, ils en ont connu 4 en l'espace de 4 ans. C'est impressionnant, mais on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus, à mon sens, de qualité dans l'équipe du Mexique que dans celle du Cameroun. Sidney, alors à votre avis, Mexique, Cameroun? Moi c'est le cœur qui parle, le Cameroun. J'ai envie qu'il se réveille, j'ai envie qu'il fasse quelque chose de grand, j'ai envie que Sam soit fort.
Parce que déjà, il y a des bons joueurs dans cette équipe, il y a des très très bons joueurs. Après, ils ont un peu les contre-coups du football africain, c'est-à-dire un peu de laxisme de temps en temps, surtout défensivement. Mais aujourd'hui, j'ose espérer qu'ils vont réussir à gommer tout ça et gagner ce match. Alors, je vous propose, messieurs, de passer tout de suite au groupe B, le groupe du tenant du titre. Évidemment, l'Espagne qui rêve d'un fabuleux quadruplé. Alors, la Coupe d'Europe 2008, le Mondial 2010, la Coupe d'Europe 2012 et pourquoi pas ce Mondial 2014. On regarde ça tout de suite et puis on en parle tout de suite après. Le monde entier les attend au tournant. Les Espagnols, champions du monde en titre, ne devraient pas décevoir cette année. Mais jouent-ils encore le plus beau football du monde? La Roja de Vicente del Bosque a été désignée numéro 1 au classement mondial de la FIFA. Et elle a des atouts de taille. Iniesta et Xavi, les deux milieux du FC Barcelone, mais aussi une défense d'acier articulée autour de Sergio Ramos. L'équipe d'Espagne peut devenir la 3e sélection à réaliser un doublé consécutif après l'Italie et le Brésil. Mais entre les blessures des uns et la méforme des autres, le doute est permis, même si le sélectionneur reste confiant. La saison s'achève et nous leur demandons un effort supplémentaire qui peut durer 50 jours. Et j'espère qu'il durera plus de 50 jours. Mais sincèrement, nous les avons trouvés plutôt bien. Le goût de la victoire a rendu les Espagnols gourmands et rien ne devrait entraver leur avancée dans la compétition. La seule différence, c'est que cette fois nous savons ce que c'est de gagner. Et c'est ce qui fait notre différence. Nous avons savouré le succès et ça nous plaît tellement que nous voulons recommencer. C'est l'idée. La Roja signera peut-être un doublé cette année. Mais en football, rien n'est jamais joué d'avance. Il faut attendre 90 minutes pour tirer les conclusions. Francis Maroto, vous y croyez, vous, à cette 4e étoile pour la Roja? La deuxième en Coupe du Monde, vous La voulez deuxième dire? en Coupe du Oui. Monde, je veux dire. Ça va être difficile. Ça va être difficile parce que, en dehors du fait qu'il y ait un mélange, une mixité jeune et moins jeune, expérience et fougue, les entraîneurs ont tous les moyens pour bien regarder comment décortiquer le jeu. Et je pense que le jeu de Del Bosque et de cette équipe, de la Roja, comme vous dites, je pense qu'ils la connaissent très bien, les entraîneurs. Et puis, il y a de bonnes équipes en face, hein, ne serait-ce que les Pays-Bas, là. En tous les cas, cette équipe d'Espagne, elle fait peur. On va tout de suite regarder la composition de cette équipe d'Espagne lors de la finale de 2010. Regardez la colonne vertébrale qui est toujours la même, quasiment en 2014. C'est toujours là, Casillas, Sergio Ramos, Xavi, Iniesta, Xabi Alonso. Un signe de stabilité, mais aussi une équipe un peu sur le déclin peut-être. Sidney Govou, qu'en pensez-vous? Le déclin, oui, forcément, ils ont 4 ans de plus, donc le temps est passé et là j'y arrivais. Mais ils ont toujours cette façon de jouer qui est assez impressionnante et surtout, les gens pensent que c'est une équipe qui attaque beaucoup, mais surtout qu'ils ont une très très bonne défense. Mais ça ressemble beaucoup au Barça quand même, Emmanuel Petit, et le Barça n'a pas été très bon pour Enfin, au cette Barça, année. il y a quand même Messi. Oui. La grosse différence. Voilà, c'est une grosse différence, mais énorme collectif. Donc c'est l'ossature du Real Madrid et du Barça, et je rejoins parfaitement Sidney là, sur ce point, c'est que c'est une équipe qui prend très très peu de buts dans phase finale. Donc pour gagner contre eux, il faut avoir le ballon et puis il faut réussir à marquer. Donc c'est deux choses quand même très compliquées. dit que Silva, c'est le Messi d'Espagne. Qu'en pensez-vous? Il est gentil, il a beaucoup de qualités, Villa, mais comparé Villa à Messi, je crois que voilà. Bon, vous pensez que c'est possible, vous, cette 2e étoile? On se rappelle, vous, champion du monde. Ça reste une équipe redoutable maintenant. Mais rappelez-vous, en 98, vous avez gagné le titre, et puis en 2002, vous vous êtes cassé les dents. Vous ne pensez pas que ça peut être le même Oui, mais on s'est cassé les dents, pas pour les mêmes raisons. Moi, je considère que la Roya, je pense que l'objectif va être compliqué à atteindre dans la mesure où le Real Madrid et Barça, qui constituent l'ossature générale de cette équipe, ont eu des saisons très éprouvantes physiquement. Donc, un des éléments essentiels pour une Coupe du Monde, c'est la fraîcheur physique. Mais cette année, il y a un attaquant qui est extraordinaire, Diego Costa. Diego Costa, oui, mais il sort de blessure également, et on a vu qu'il tirait la langue en fin de saison, donc il a eu 2 ou 3 semaines justement pour se refaire une santé, mais ça sera à mon sens pas suffisant justement pour avoir En tous les cas, on parle beaucoup de cette crise économique en Espagne, et puis pourtant, le football espagnol s'est vraiment distingué cette année, Sidney Govou. On se rappelle la victoire de la Champions League, et puis on se rappelle aussi la victoire de l'Europa League par le FC Séville. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense surtout que ça fait quelques années que le football espagnol domine le football européen. La tête et les épaules, ça fait entre le Barcelone, le Real, cette année, voilà, finale 100% espagnole, donc l'Europa League aussi. Donc oui, il y a une donnée économique qui est importante, mais
je sais pas, ils s'en sortent parce que le football, à mon avis, là-bas, a une connotation différente. Ils arrivent à gérer différemment. Après, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui se passe dans le football espagnol, ils sont là et ça fait du bien aussi au peuple espagnol, je pense. Alors évidemment, face à la Roja, il y a une équipe, ce sont les Pays-Bas et le hasard qui fait parfois bien les choses, puisque rappelez-vous, l'Espagne-Pays-Bas, c'était la finale de la Coupe du Monde 2010, comme quoi il y a une belle revanche à prendre. Regardez le reportage. Bis repetita pour l'Espagne et les Pays-Bas au Brésil. En 2010, c'était l'affiche de la finale de la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Une rencontre ardue gagnée par la Roja 1-0 après prolongation. Cette année, c'est le match qui va marquer le début des hostilités dans le groupe B. Mais les temps ont bien changé pour les Néerlandais. Leur niveau n'est plus ce qu'il était, même si les Espagnols restent prudents. Le match contre les Pays-Bas est un match clé parce que c'est le premier. La première rencontre est toujours importante. À la dernière Coupe du Monde, nous avons perdu le premier match, mais à la finale, c'est nous qui avons gagné. Louis van Gaal, sélectionneur des Pays-Bas, doit s'accommoder d'un effectif jeune et inexpérimenté au niveau international. Une défense affaiblie, une équipe pas assez aguerrie, et pourtant, les joueurs continuent à y croire. On est toujours très motivé avant une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe. Évidemment, on sera content d'être au Brésil. Pour notre équipe, on est dans un groupe difficile. Et bien sûr, on va essayer de faire de notre mieux. Malgré les absences de Kevin Strootman et de Raphaël van der Vaart, les Bataves peuvent compter sur Sneijder, Robben et surtout sur Van Persie, meilleur buteur de la zone Europe en qualification avec 11 réalisations. Mais tout reste encore à faire pour les Néerlandais face à une équipe d'Espagne à son plus haut niveau. Alors Francis Maroto, une équipe qui a bien changé quand même depuis 2010. Les Pays-Bas ? Oui. Oui, enfin, je vous conseille quand même de regarder 2 joueurs dans cette équipe. En dehors, évidemment, de Robben, Van Persie. Il y a Van Bommel, toujours pas de cadeau. Et alors, je vous recommande un garçon que je ne connaissais pas, qui joue à Feyenoord, qui s'appelle Martins Indy. Oui. C'est un défenseur latéral. Latéral gauche. Ouais. La façon dont il est allé tacler Robben à l'entraînement, j'ai cru qu'il allait lui casser la jambe. Et ils ne se font pas de cadeau. Et Van Bommel, il a taclé Schneider, pareil. C'est le problème des Pays-Bas, ils ont toujours été un petit peu fiers, un petit peu dédaigneux presque. Déjà en 1974, ils doivent être champions du monde, mais bon, on ne va pas revenir là-dessus. Mais c'est vraiment un état d'esprit très particulier. Van Bommel qui avait été très violent pendant la finale 2010. Il avait été violent, mais c'était rien comparé à De Jong, qui lui avait mis un coup de pied dans la poitrine de Xavi Alonso. Ça méritait rouge direct, il n'y avait même pas de discussion. Il n'y a qu'un Anglais pour ne pas sortir un rouge. Oui. Manu, encore il une n'y a qu'un erreur Anglais pour ne pas d'arbitrage sortir un rouge peut-être. là-dessus. Non, mais moi, pour parfaire ce que tu viens de dire, c'est que autant j'avais parié sur une finale Espagne-Pays-Bas en 2010, autant cette année, je ne mise pas un centime d'euro sur les Pays-Bas. Ah. Pourquoi ? Parce que c'est une équipe qui, pour moi, est toujours sclérosée par des problèmes d'ego surdimensionnés, parce que c'est une équipe qui a un manque d'expérience en défense, parce que depuis le forfait de Strootman et également de Van der Vaart, Van Gaal a dû recomposer tactiquement. Donc, c'est un schéma de 3-5-2, alors qu'auparavant, ils affectionnent le 4-3-3. Pour toutes ces raisons aussi, puis depuis l'Euro 2012 et leur catastrophique tournoi, 3 défaites consécutives. Absolument. C'est une équipe qui n'a plus battu une équipe du top 25. C'est vrai, Schneider en 2010 qui gagne la Ligue des Champions. Maintenant, il est à la Galatasaray et il ne fait rien, Sidney Govou. Il fait beaucoup moins. C'est pas le même rythme de jeu dans ce pays-là. Avant, il était au top en Italie. Là, il est moins bien physiquement. C'est le style de joueur. Quand il est moins bien physiquement, forcément, il n'a plus du tout le même impact sur le jeu. Mais je vais être différent de Manu. Moi, je pense qu'ils ne passeront pas. Oui. Mais je pense que ce soir, ils peuvent faire un résultat. Par orgueil. Et pour Van Persie à Manchester United ? Il sort sur une saison assez décevante, donc on ne sait pas trop dans quel état on va le retrouver ce soir. C'est un petit peu le point d'interrogation, ça reste quand même un très grand joueur. Ils ont un jeu prévisible, les Pays-Bas aussi. Le soliste, c'est Robben. Et derrière, si on est dans un bon jour, Van Persie, ouais, éventuellement, mais c'est très facile à défendre en fait. Bon, alors Emmanuel, je vous coupe parce que je voudrais parler quand même de cette dernière rencontre du groupe B, Chili-Australie. Alors Chili-Australie, qui veut m'en parler ? C'est une équipe dont il va falloir se méfier quand même, Emmanuel. L'Australie, c'est sa
4e participation, 3e de rang. Donc c'est une équipe qui souvent a une des principales caractéristiques de cette équipe, c'est la solidarité face à l'adversité en fait. Oui. Il n'y a pas de grande star à part Tim Cahill qui est vraiment un joueur qui a beaucoup de réalisme et d'efficacité dans cette équipe quand il porte le maillot. Mais globalement, c'est une équipe qui est une des plus faibles pour moi dans ce mondial. Contrairement au Chili, qui est une équipe redoutable offensivement, c'est une équipe qui a vraiment un énorme potentiel. C'est d'ailleurs, je crois que c'était la 2e meilleure équipe en termes de goal average offensif dans les éliminatoires. Absolument. Par contre, ils ont une défense qui est vachement friable. Ils n'ont toujours pas trouvé cet équilibre entre l'attaque et la défense, mais je pense que ça peut le faire facilement contre l'Australie. Eh bien, merci, monsieur, que cette Coupe du Monde est passionnante alors qu'elle vient juste de commencer. On se retrouve évidemment demain à même heure, même chaîne pour encore plus de foot. Restez avec nous car l'info continue sur i24 News.